Merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et RFI. Bienvenue. Alors que nous célébrons le cinquantenaire de mai 68 sur fond de grands mouvements sociaux en France, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le président d'une institution qui est dédiée à la société civile et même au dialogue citoyen. Lucas Jaillère, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes donc le tout nouveau président du Comité économique et social européen basé à Bruxelles. Vous êtes italien, de sensibilité chrétienne. Vous avez d'abord été journaliste et puis ensuite très vite vous militez, vous travaillez pour des organisations non gouvernementales italiennes spécialisées dans le volontariat international. Vous avez également travaillé pour le compte du Saint-Siège pour une commission chargée de la réduction de la dette des pays les plus pauvres. Toutes ces fonctions vous mènent vers le Comité social économique européen, organisme donc dont vous venez de prendre la présidence. Oui, alors d'ailleurs, Monsieur Jaillet, la première question qu'on a envie de vous poser, puisque c'est une institution un tout petit peu méconnue de l'Union européenne, à quoi est-ce qu'elle sert? Est-ce qu'elle a rempli d'ailleurs les missions qui lui avaient été attribuées? Le Comité économique et social européen a été la première institution participative établie dans le cadre du traité de Rome. Cette année, elle fête 60 ans. Elle a été établie, sa première assemblée, le 19 mai 1958, donc un an après l'entrée en vigueur du traité de Rome, et a été toujours l'enceinte qui a permis de faire connaître à la Commission, au Conseil et plus tard au Parlement européen l'avis de l'Europe au travail. L'Europe faite par les entrepreneurs, les employés, les travailleurs, les consommateurs, les agriculteurs, les organisations libérales, les leaders des ONG et des organisations de femmes, de jeunes, qui représentaient les sentiments, les attentes, mais aussi les critiques et aussi les propositions de cette Europe au travail. Alors, on voit aujourd'hui l'Europe était confrontée à cette grande vague migratoire qui s'est transformée en crise, mais aujourd'hui, elle n'arrive toujours pas à définir au niveau européen une politique commune en la matière. Et puis, on voit certains pays prendre des décisions, durcir leur législation. C'est le cas de la France avec la loi Asile et Migration, allongeant de la durée de rétention des demandeurs d'asile. Est-ce que vous pensez que ce type de durcissement, c'est digne du pays des droits de l'homme? Bon, pour être franc et direct, non. Et je pense, et de l'autre part, c'est évident qu'on a besoin de repenser ensemble au moins 3 choses fort importantes. La première chose, c'est de refaire ce qu'on a arrêté de faire pour plus de 15 ans. Et on a recommencé à le faire depuis quelques années, l'investissement fort et de long terme dans les pays tiers, dans l'Afrique notamment et dans toutes les zones de crise. Le deuxième, c'est de régler la gestion interne de sécurité et aussi la gestion commune des frontières. Il a fallu une crise, on commence à dire que la gestion des frontières, ce n'est pas l'affaire des pays externes, mais c'est l'affaire de toute l'Europe qu'on doit gérer ensemble. Et la troisième, c'est se donner une réforme réelle des politiques communes en matière de droit d'asile. La réforme de Dublin reste un dossier incontournable. J'espère que le sommet de fin juin va arrêter les décisions. Et aussi les politiques d'intégration qui restent au cœur de la perspective d'avenir. Alors en France aussi, vous l'avez noté, ces derniers temps, il y a un bras de fer entre les cheminots, le gouvernement, avec une grève perlée des transports depuis des semaines, qui rejette, avec le rejet donc, de la réforme de la SNCF. Est-ce que vous considérez que la France, dans l'Europe, est un pays qui est impossible à réformer, ou comme le pense d'ailleurs le président Macron, ou bien que les salariés ont raison finalement de défendre leurs acquis sociaux? Moi, je dirais plutôt qu'on est en train de vivre dans une période de grande et profonde transformation épocale, qui sont raccourcies dans le temps, très forts et qui touchent en profondeur la vie des gens et leurs perspectives d'avenir. Et alors, quand on doit faire face à ces transformations dans le domaine du changement du travail, dans le domaine du changement des perspectives d'entreprise, dans le domaine des changements de climat-énergie qui comportent toutes les transformations, c'est évident qu'il y a des chocs et des confrontations très dures. Donc moi, je ne suis pas choqué par ce qui se passe. Je pense qu'il faudrait ensemble regarder aux défis qu'on a devant nous et chercher ensemble de nouvelles solutions. Exactement pour protéger
ce qu'en Europe on a construit, que c'est le lieu où il y a les plus hauts standards au monde du point de vue des protections des travailleurs, des citoyens et des personnes. Et il faut le défendre tout ça, mais peut-être il faut changer les méthodes et les instruments. Alors, Lucas Jaillet, les pays essaient de se réformer, et puis l'Europe aussi, elle pense à sa rénovation. Et pour participer à la réflexion sur la rénovation de l'Europe, vous avez organisé au début du mois de mai à Bruxelles un panel citoyen avec une centaine de participants. À l'issue des débats, des questions ont été formulées. Elles sont maintenant en ligne sur le site de la Commission européenne. Des questions qui peuvent servir de base pour les consultations citoyennes voulues par le président français, Emmanuel Macron. Alix Le Bourdon a rencontré des membres du panel. Reportage. C'est un saut dans l'inconnu pour David, qui n'avait jamais mis un pied dans le quartier des institutions. Comme une centaine d'autres citoyens des 27, ce Français a été tiré au sort puis sollicité il y a à peine une semaine par un institut de sondage pour participer à ce panel. Qui est à l'initiative de quelqu'un en particulier? Ah, c'est Macron. Les consultations citoyennes, c'est le pari du président français pour relancer l'Europe. C'est tout un tas de publications de la CESE, le comité... oui. Malgré son ignorance des institutions, David n'a pas hésité à accepter de participer. Je crois qu'il y a pas mal de questions qui, justement, aujourd'hui, ne paraissent pas posées pour le citoyen lambda que je suis, quoi. Des questions que cet artisan de 54 ans va justement devoir formuler aux côtés de ses 3 autres participants français, une mère au foyer de 39 ans, un retraité de Pôle emploi et Michel, consultant. Ce qui me tient à cœur, c'est la notion d'exemplarité, de bonne conduite. On ne peut avoir confiance que si les dirigeants européens adoptent une charte de bonne conduite. Pour David, la priorité, c'est plutôt l'environnement. Mais ici, il écoute les préoccupations d'Européens de tous horizons. Réfugiés, les deux. Immigration, sécurité, économie, les sujets qui divisent à l'échelle des États membres. Les raisons de la division semblent croître, mais il faut combattre les entrepreneurs de la peur. Il faut contrecarrer ça avec une volonté de discuter sur l'espace public et de construire une narration positive pour l'avenir de l'Europe basée sur les forces positives qu'il y a en Europe. De ce panel sont sorties 12 questions qui serviront aux consultations citoyennes dans les États membres. Alors, Lucas Jaillet, dans ce reportage, vous parlez de narration positive sur l'Europe. En fait, ce panel, c'est un exercice de communication, un an avant les élections européennes? Non, ce n'est pas un exercice de communication. C'est un exercice de dialogue réel, d'écoute, de mise en commun, de mise en dialogue des personnes. L'extraordinaire de ce panel était que la plupart des personnes n'étaient jamais venues à Bruxelles, c'était leur première fois, n'avaient jamais discuté dans ce type de choses. Donc, ils ont vraiment représenté ce qu'ils portaient, soit leur peur, soit leur espoir, et ensemble, ils sont arrivés à délibérer ensemble, en tant qu'Européens, parlant des langues différentes, des questions. Et quand on formule les bonnes questions, peut-être on est déjà à moitié des bonnes réponses. Narration positive, ça veut dire de prendre en compte qu'on a des défis terribles devant nous, qui posent des risques, qui sont des problèmes, mais qui sont surtout des opportunités pour construire des réponses. Alors l'un des défis de l'Europe, c'est justement aussi son futur budget après le départ des Britanniques. En 2021, la bataille a commencé, les critiques fusent de partout. Dans le projet à l'étude qui stagne, vous trouvez qu'on est assez ambitieux pour assurer un vrai avenir à l'Europe ? Pour être franche, je pense que la proposition de la Commission a beaucoup d'éléments novateurs et intéressants, mais elle manque d'ambition, elle manque d'audace. Le premier élément de manque d'audace est dans le volume. Avec le départ des Britanniques, on sait très bien qu'il y a un problème. Et de l'autre part, il y a beaucoup de nouvelles priorités que les États demandent. Et il y a une nécessité aussi d'investir plus profondément dans les défis des changements que j'ai cités avant. Deuxièmement, il y a des éléments nouveaux qu'il faut saluer. D'investissement sur les jeunes, Erasmus, l'innovation, la recherche. Et puis, il y a aussi des innovations en matière aussi d'attribution des budgets, des aides, puisque à l'avenir, les fonds de cohésion seront attribués en fonction du respect de l'état de droit, de l'indépendance de la justice. Alors, une conditionnalité qui vise particulièrement la Pologne, la Hongrie. Est-ce que vous êtes favorable à ces pressions financières pour ramener les gouvernements pas très démocrates, pour les ramener vers les valeurs de l'Europe? Non.
Moi, je ne pense pas que cette conditionnalité vise particulièrement les deux pays que vous avez cités. Je pense que c'est une bonne chose de mettre finalement une conditionnalité dans l'ensemble de la dépense des fonds européens, qui regarde le respect de ce que tous ensemble, on a approuvé, soit par voie parlementaire que par voie de référendum, dans l'article 2 du traité qui nous unit. Les valeurs fondamentales, la démocratie, les libertés et l'état de droit, le respect de la loi, c'est les valeurs fondamentales sur lesquelles on bâtit l'Europe. Avant de décider dans l'article 3 qu'est-ce qu'on va faire, on doit partager un même droit. Donc, cette conditionnalité est positive. La question, ce sera de voir comment on va l'interpréter et l'appliquer. Parce que là, le débat est encore ouvert. Ce qui a été dit pour l'instant, on doit attendre les nouveaux documents, c'est que cette conditionnalité est surtout sur le respect, disons, des conditionnalités financières et disons, l'indépendance de la justice qui assume une utilisation propre du budget européen. Donc il faudra voir l'extension de tout ça. Nous, on pense qu'il faudrait mettre en place aussi un respect beaucoup plus large, y compris le respect des arrêts de la Cour de justice européenne. Et il y a d'autres pays qui sont pointés du doigt en ce moment pour justement la liberté de la presse, et puisque le journalisme d'investigation est devenu finalement une activité mortelle. On pense au meurtre par balle de la journaliste maltaise Daphne Galizia et celle du Slovakian Kuciak. Et effectivement, aujourd'hui, eh bien, les commanditaires courent toujours, les gouvernements impliqués par leurs enquêtes, qui étaient des enquêtes d'investigation, n'ont pas été inquiétés. En tant qu'ancien journaliste, justement, comment défendre efficacement cette liberté de la presse? Qu'est-ce que vous proposez? La liberté de la presse, c'est une des libertés fondamentales. Je ne le dis pas simplement parce que je suis aussi journaliste, mais c'est une des libertés fondamentales qui nous permet de garantir nos démocraties. Et moi, je pense que sur ça, il faut être absolument dur et ferme. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, qu'on tue des journalistes, même en Europe. Je viens d'un pays où on a tué des journalistes qui faisaient des grandes enquêtes sur la mafia dans le passé, où il y a encore des cas de journalistes qui ont été menacés, même gravement, à Rome, par d'autres formes de mafia très récemment. Donc, le fait, c'est qu'en Europe, ça recommence à devenir un problème tel qu'il ne l'était pas, il était en dehors de l'Europe. Il faudra donner une grande bataille sur ça et demander à la justice, d'une façon indépendante, d'aller jusqu'au fond dans leur enquête. On ne peut pas accepter que de tels faits se produisent et il met à risque pas simplement la vie jusqu'à la mort de personnes, mais aussi cette liberté fondamentale qui aide les citoyens à comprendre ce qui se passe et à se faire un jugement, et aussi les pouvoirs publics à devoir rendre compte de ce qu'ils font. Alors, un mot de la politique italienne. Chez vous, en ce moment, la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio ont quasiment bouclé leur programme de gouvernement. D'après les révélations de la presse italienne, il y aurait un certain nombre de mesures anti-européennes dans leur programme. Ils envisageraient une sortie de l'euro, une annulation de la dette italienne. Est-ce que de telles mesures sont réalistes? Si vraiment... Vous savez, le livre des rêves, comme le livre des déclarations durant les campagnes électorales, est toujours une chose. La réalité des faits, c'est tout à fait une autre. Il y a une demande de la part d'une de ces forces de renégocier les traités européens. On peut toujours la faire, mais les traités européens, il y a des procédures très précises pour les réouvrir et ce n'est pas même la demande d'un État, s'il y aura un gouvernement et un Parlement qui vote, qui peut permettre de refaire ça. Donc, voyons avant ce qui se passera. On sait très bien que dans la plupart de nos pays, il y a parfois des grandes déclarations. Après, quand on fait les gouvernements, certaines déclarations, elles sont rapidement oubliées. Je pense, pour être précis, que la question de la sortie de l'euro, elle n'est plus au centre même du programme de ces deux forces, mais il faudra un vote au Parlement pour entériner ce programme. Et l'Italie rejoint l'ensemble des pays, comme dans les dernières années, qui rentrent dans des tourbillons de complexité avant de former des gouvernements. Alors, cette semaine, les 28 se sont retrouvés à Sofia pour un sommet européen originellement dédié aux Balkans et puis finalement qui a été dominé par une question: comment l'Europe doit agir face à Donald Trump qui rompt les digues sur l'Iran, sur la question palestinienne, sur le commerce? Qu'est-ce que vous attendez des 28, de la fermeté? Enfin, en sont-ils seulement capables? Moi, je pense que ce qui est en train de se passer à ce niveau-là est très sérieux et très grave. C'est un des changements radicaux du système dans lequel nous vivons. C'est la rupture définitive ou quasi définitive d'une longue ère de coopération compétitive
pour entrer dans une ère de destruction radicale et de confrontation destructrice. Ceci était déjà en cours depuis quelques années. On pense l'Europe il y a 10 ans, elle était tout en paix, les relations avec la Russie, avec la Méditerranée, contournées de guerre. Mais des ruptures si profondes avec l'allié historique de l'Europe, c'est un fait tout à fait nouveau dans le cours de quelques semaines. Vous avez cité le commerce, la question de Jérusalem et la question maintenant de l'Iran Deal. L'Europe doit faire face à un grand défi sur ça, mais je pense aussi une grande opportunité pour faire valoir la seule idée constructrice dans ce monde compliqué qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que c'est le multilatéralisme, le dialogue et la capacité d'être promoteur via le commerce, via le dialogue, via l'entente de réformes pas à pas du monde international, pour le mettre plus en sécurité et pour ouvrir des opportunités pour tous de bonne croissance. L'Iran Deal a peut-être des défauts, mais ça a été un pas important qu'on a gagné au niveau mondial après 12 ans de négociations. L'envoyer à la poubelle avec une décision unilatérale, c'est exactement le contraire de ce que la communauté internationale, depuis la création des Nations Unies, a toujours poursuivi et que dans le cas de l'Iran Deal a été un succès incontournable. Peut-être amélioré, mais le jeter à la poubelle de cette manière, c'est inacceptable. Et donc l'Europe ne doit pas simplement résister et faire tout son possible, soit pour protéger les intérêts économiques, mais pour protéger l'essentiel de cet accord, mais aussi une occasion de jouer une partie internationale pour couvrir cet espace que l'unilatéralisme du président Trump laisse ouvert dans les prateries. Le dernier soft power dans le monde. Merci à vous, Monsieur Jaillet, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou sur Radio France Internationale. Billet retour, présenté par Vincent Roux. Il y a 30 ans, les Californiens ont bien cru que l'horreur était arrivée. Aujourd'hui, ce n'est qu'une question d'années avant que le plus gros séisme de l'histoire américaine ne dévaste la Californie. The probability of having a large earthquake in the Bay Area in the next 30 years is over 90%. It's going to happen and it will happen. Dans l'attente du Big One, comment se prépare la région qui abrite Hollywood et la Silicon Valley? Les Californiens ont-ils tiré les leçons du séisme de 1989? Billet retour, à regarder sur France 24 et France24.com.